quelques places assises encore. Une question pratique pour l'organisatrice. Hein. Oui. Est-ce que quand on parle, on enlève notre masque ou pas? Alors, ce matin, je vous aurais dit oui. Maintenant qu'ils ont parlé, techniquement, je suis censée vous dire non. Non, le décret n'est pas sorti. Oui. Ok. Après, c'est comme vous le... C'est comme vous le sentez. Parce que c'est vrai que sur Insta, on vous entendrait mieux. D'ailleurs, on entend là. Voilà, on a démarré le truc. Ouais. Mais voilà. On va peut-être faire, c'est juste l'enlever quand on parle. Voilà. Après, je pense que c'est le plus simple. C'est plus agréable. Et toi, tu parles tout le temps. Moi, je parle j'ai une voix qui porte, mais c'est à passer à un autre. Alors, donc nous nous avons démarré, sur Internet en tout cas. Alors, bonsoir. Merci d'être là pour la soirée spéciale Par-delà l'horizon. Par-delà l'horizon, c'est une anthologie que vous voyez là sur la table et un peu partout. Une anthologie publiée aux éditions ActuSF qui rassemble 19 nouvelles de science-fiction française. C'est une anthologie dirigée par Sébastien Guyot et qui est postfacée par Ariel Quiro. Aujourd'hui, on n'a pas tous les auteurs et autrices, hein, parce que de toute façon, ils ne tiendraient pas dans la librairie. Mais nous avons, pour parler de leurs nouvelles, Floriane Soulas qui a écrit la nouvelle Projet Cérébrus, Émilie Carbellec qui a écrit la nouvelle La parfaite équation du bonheur, Audrey Plenet qui a écrit la nouvelle La solitude des fantômes, Katie Stewart qui a écrit Cantique pour la liberté, et Chris Duklicevic qui a écrit Qui se tapit dans la tour. J'ai oublié personne, c'est bon, c'est trop nombreux. Alors, pour démarrer, je me dis que... Alors, c'est vrai qu'il va y avoir le problème des nouvelles dont on ne peut pas trop parler parce que sinon on va raconter toute l'histoire, mais ça serait quand même pas mal que chacune votre tour, vous nous disiez quelques mots sur votre nouvelle, soit sur l'histoire en elle-même, soit sur les thèmes que vous avez décidé d'aborder pour donner un peu envie à tout ça. Qui commence? Moi, je veux bien commencer, parce que je pense que ma nouvelle est la plus vieille, elle doit avoir une dizaine d'années. Et donc, je l'ai récupérée dans mon tiroir secret. Non, pas si secret que ça, mais je l'ai récupérée dans mon tiroir, et c'est... donc, Cantique, ça s'écrit avec un Q. Et donc, c'est une espèce de description du monde qui utilise des concepts de la physique quantique, de manière absolument pas rigoureuse, on va dire plutôt poétique, mais voilà, en tout cas, une idée qui montre un peu des choses de notre monde comme il fonctionne, avec le mouvement, la nécessité du mouvement, l'impossibilité de situer les choses quand on a un certain nombre de paramètres, enfin, voilà, plein de choses, des souvenirs de mes études scientifiques qui sont très très loin. Mais j'adore trouver des métaphores un peu décalées pour décrire notre monde qui ne se laisse pas décrire tout seul. Donc je jouais à ça et voilà, ça donne Cantique pour la liberté. Très bien. La suivante. Je vais y aller. Du coup, moi, je peux pas trop le dire parce que c'est une nouvelle à chute très forte. Mais en gros, ça parle d'éthique scientifique et de création d'intelligence artificielle. Et du coup, c'était un thème que j'avais un peu peur de traiter parce que c'est un sujet qui est quand même déjà très largement traité en SF, quoi. Mais j'avais cette idée d'introduire un twist à la fin. J'avais cette idée de chute. Et du coup, ça m'a permis de poser plein de questions sur comment on fait quand, en fait, du coup, on est dans un monde où les ressources sont très très limitées et qu'on doit, en fait, envoyer des gens chercher de nouvelles ressources ailleurs, mais qu'on n'a pas la capacité d'envoyer vraiment des gens parce qu'on est trop peu nombreux. Et donc, du coup, l'idée, c'est d'envoyer des IA sacrifiables, du coup, aller chercher de nouvelles ressources. Et donc, comment est-ce qu'on les forme, comment est-ce qu'on les crée, comment est-ce qu'on les entraîne à faire ces choses-là. Et du coup, ça pose plein de questions sur nous-mêmes, comment on envisage en fait l'autre, la société, l'intelligence aussi, qu'est-ce que c'est l'intelligence, et qu'est-ce qu'est une intelligence suffisante et acceptable pour porter le poids de toute une civilisation qui s'en... Voilà. Désolé. C'est l'ambiance. Et le titre, c'est quoi le titre? C'est Projet Cérébrus. Je veux bien continuer puisque moi le twist de Florian m'a vraiment prise complètement par surprise, je ne l'ai pas vu dire. Je n'en dis pas plus, mais je vous dis juste qu'il a vraiment réussi.
Moi, ma nouvelle, c'est la dernière du recueil. Elle s'appelle Ceux qui se tapient dans la tour. Et c'est l'histoire de Anna qui erre de planète en planète depuis 100 ans. Elle cherche une tour dont on ne sait rien. Et la narratrice qui raconte l'histoire, pareil, est mystérieuse, on ne sait pas qui elle est. Donc, on va essayer de comprendre petit à petit par flashback ce qui l'a amené à fuir cette terre apparemment utopique, en lien avec la nature, en harmonie avec les animaux, les forêts, etc. Voilà. Pourquoi elle est partie, quelle est cette tour qu'elle cherche, qui raconte l'histoire. Voilà, c'est un peu les 3 grandes questions de la nouvelle. Donc moi, ma nouvelle, c'est La solitude des fantômes. C'est une nouvelle qui est dans mes thèmes habituels, qui est le rapport à la technologie, mais très proche de nous. Hein. Pour le coup, ça pourrait se passer maintenant, quelques années. Et donc en fait, j'ai utilisé le trope qu'on voit dans les films de zombies avec... Je sais ce que tu penses. Avec une personne, donc un personnage principal qui se réveille après un coma de quelques années et qui découvre, donc c'est pas un monde pris par les zombies, mais c'est les personnes qui ont accès directement aux réseaux sociaux dans leur tête et le corps en pilote automatique, donc une sorte de zombification. Et donc elle doit doit découvrir ce monde et en même temps venir en aide à un membre de sa famille. Et je suis sur la question de comment on existe dans le regard de l'autre si l'autre ne nous regarde plus. Et le fait que la moindre... Aujourd'hui, quand on demande à quelqu'un d'attendre ne serait-ce que 3 minutes un bus, c'est quasiment une souffrance et on sort tout de suite le téléphone portable parce qu'on ne sait plus attendre, on ne sait plus regarder l'autre. Le regard n'est plus là. Voilà. Donc je suis un peu sur ces thématiques avec mon petit trope zombie. Ouais. C'est bon. Donc j'ai écrit La parfaite équation du bonheur il y a quelques années. C'est la nouvelle qui ouvre le recueil. Je ne me souviens vraiment pas ce qu'il va mettre en ouverture. Donc c'est une nouvelle où je ne me suis pas pris la tête. En fait, je voulais juste jouer un petit peu avec l'idée de la manière pareille en fait dont la technologie influence nos manières de réagir et d'interagir entre nous. Mais donc je suis partie sur l'idée de tous ces sites de rencontres, ces choses comme ça. Et j'ai poussé l'idée un petit peu au-delà de ce qui peut se faire. Voilà, j'ai joué un peu avec ces concepts. En plus, c'est pas une nouvelle très ambitieuse en fait. On peut s'amuser. Donc là, on a vu vos nouvelles respectives. Et donc, Ariel, vous avez fait la postphase, donc vous avez une vision plus large des autres nouvelles des différents auteurs. Est-ce que vous avez vu des thèmes qui se dégageaient particulièrement et, Ok. Alors, j'enlève mon masque, donc déjà. Alors pour la petite anecdote, en fait, vous avez remarqué que je suis bavard. Donc, pour la petite anecdote, en fait, au départ, oui, tu me fais j'étais parti, en fait, la demande de Jérôme était que je fasse une préface, en fait. Bon. Et bon, je me suis interrogé. Par pareil, j'avais pas envie au départ de rappeler l'historique, parce que l'anthologie, pour moi, ça a sa propre autonomie, ça a sa propre logique. L'historique, c'est qu'au fond, c'est une sorte de suite de 2 recueils qui avaient été pilotés par Serge Lehmann. Je le dis parce que c'est quand même quelque chose de contextuel par rapport à l'ensemble de l'anthologie. Dans une logique, en quelque sorte, c'est comme ça que lui, Serge Lehmann, avait conçu ces 2. Il y avait l'horizon à chaque fois, et c'était 2 titres différents. C'est pour ça que je voulais réviser. Escale sur l'horizon et retour sur l'horizon. Donc, voilà. Et donc, je trouvais ça intéressant de rappeler en fait cette historique quelque part. Et au fond, il l'avait conçu un petit peu comme des sortes de guillemets, moi j'y crois pas trop, bilan, point sur la science-fiction française à l'époque où les 2 recueils sont parus. Et ce que j'ai compris de la façon dont le bouquin a été présenté, Sébastien Guillot a présenté le bouquin, ainsi que Jérôme Vincent, donc l'ActuSF, c'était l'idée au fond de faire un peu la même chose, c'est-à-dire de dire voilà, bah, tiens, on va faire un bilan, on va appeler des gens, des autrices et des auteurs et des autrices qui d'une certaine manière, selon en tout cas les 2 personnes qui ont conçu le livre, pouvaient représenter d'une manière ou d'une autre. Une nouvelle fois, je ne crois pas à la représentation, mais je crois en tout cas aux relations et puis aux tendances. En tout cas, la tendance, elle était là, en fait. C'est de se faire une sorte de micro-bilan au travers de nouvelles, en fait, avec des choix d'auteurs. Bon.
je rappelle juste ça parce que c'est toujours intéressant voilà, à rappeler. Donc après, est-ce qu'il y a des thématiques en fait hein. Donc pour continuer sur l'anecdote, comme il n'y avait pas de thématique globale, quand on écrit une préface, en fait, de façon générale, on est guidé par, quand j'avais fait celle, par exemple, des utopiales qui n'ont jamais vu le jour, les utopiales, le 20e des utopiales, c'était Trace, et donc en plus j'avais juste demandé l'autorisation, comme il était banni, de commencer par Alain Damasio, et on me l'a accordé, et ce qui fait que l'une des rares traces qui reste des utopiales donc, de l'époque, c'est un texte qui commence par un recueil qui commence par Alain Damasio, qui à l'époque était donc banni, suite à l'affaire de la Red Team dont on vient de voir le merveilleux petit logo. Donc, dans ce cas-là, ce que j'aime bien faire, parce que j'aime bien utiliser les nouvelles pour réfléchir et penser, en fait, au-delà du plaisir de les lire, et je dois admettre que toutes les autrices que j'ai autour de moi, je suis assez emballé, puisque je dois admettre que j'ai apprécié et beaucoup aimé toutes leurs nouvelles. Au-delà du fait de les apprécier, en fait, j'aime bien, ça me fait penser, ça me fait réfléchir, parce que je considère que les nouvelles, c'est fait pour être lu, apprécié, comme des textes, et qu'on sous-estime l'importance que peut avoir le travail d'auteur et d'autrice sur ce terrain-là, pour essayer de penser avec un E et penser avec un A notre monde, voire notre avenir. Et donc, voilà. Dans ce cas-là, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de... On ne peut pas parler de toutes les nouvelles. Quand une fois qu'on a lu en fichier Word, avec plus ou moins des corrections, l'ensemble de nouvelles, on peut difficilement voilà. Mais bon, j'ai commencé à travailler en me disant, tiens, je vais utiliser, comme je fais souvent les nouvelles, en me disant, certaines, je les utiliserai là, d'autres dans d'autres de mes écrits, pour essayer de voir qu'est-ce que ça crée dans ma tête. Je me définis comme un lecteur, en fait. Hein. Je suis un lecteur comme vous, en fait. Hein. Voilà. Donc, j'ai commencé cet exercice, et je me suis rendu compte, évidemment, que si je faisais le travail que j'aime bien faire, j'allais spoiler, quoi. Bon, et donc je l'ai fait, mais donc on a donc décidé avec Sébastien Guillot qu'il fera une sorte d'introduction et de la mettre en postface, parce que si on spoil, autant mettre à la fin dans ce cas-là. En fait. C'est mieux. En fait. Bon, donc voilà. Mais parce que tout simplement, je veux dire, ce qui nous fait penser dans le texte de Floriane ou dans le texte de Chris, pour le coup, c'est quelque chose qui est très lié à la manière dont le texte est raconté, à la narration, à la façon dont il est construit, en quelque sorte, on va dire. C'est le texte de... Et les textes de Ketty, c'est pareil, d'ailleurs. Parce qu'effectivement, le texte de Ketty, si je raconte la fin, il n'y a plus de nouvelles. Il n'y a plus de nouvelles. Et comme j'ai tout raconté, donc à la fin de ma fin, en fait, hein, donc à la fin de ma postface, donc si vous voulez pas... lisez d'abord au moins celle de Ketty, en fait, avant de lire la postface. Moi, je vous le conseille, parce que sinon... Et je pense que c'est mieux raconté, du coup, comme je l'ai fait moi. dans ma version. Ah oui, ah oui, forcément. C'est mieux raconté dans sa version. Mais c'est pas la même raconté, c'est raconté différemment. Il y a un lecteur qui essaye de comprendre la grande Ketty, présidente du réseau universel de la pluralité. Il y arrive plus ou moins bien, et puis il y a la grande Ketty qu'il faut lire en tant que telle pour ses qualités. C'était pas mon propos. Oui, mais j'ai traduit à ma façon, si tu veux. C'était comme presque, toujours. en fait, c'était un commentaire sur le fait qu'on raconte nos textes et que c'est toujours étrange sur des nouvelles de raconter parce que c'est pas souvent l'histoire qui importe, c'est vraiment ce qu'on va en faire sur un format aussi court, ça compte bien plus que l'intrigue en fait. Voilà, c'est tout mon aparté. Tout à fait, cet aparté est bienvenu, ça permet de créer un dialogue, ce qui est toujours très agréable pour l'ensemble des spectateurs ici présents. Et donc, à la question, vous voyez, c'est après avoir quand même fait une grande introduction que je réponds à la question. Est-ce qu'il y a des thématiques? Voilà. Est-ce qu'il y a des thématiques? Alors, non mais voilà, je dirais oui et non. On ne pourrait pas dire qu'il y a une thématique commune ou même 5 thématiques communes de façon aussi directe que ça. En revanche, pour moi, il y a un esprit quelque part, il y a quelque chose, on va dire. Alors après, ce que je vais dire là n'est pas forcément vrai pour tous les textes, en fait, mais en tout cas pour tous ceux que j'ai beaucoup appréciés. Il y en a beaucoup, il y a aussi celui de Léon Henry, il y a aussi celui de Sylvain Edgar, voilà, il y en a beaucoup qui sont, à mon avis, très appréciables. Le seul à la limite que pour moi qui est un simple exercice de style et qui ne rentrerait pas dans cette logique, c'est celui de Romain Lucaso. Mais voilà, donc il est pas là. Elle va sortir le logo Red Team en fait. Voilà, bon. Mais pas parce que c'est mal écrit, au contraire, mais parce que voilà, c'est qu'il y a quelque chose de l'ordre de. Je considère aujourd'hui que
on n'est pas en attente d'une catastrophe ou d'un apocalypse ou d'une fin du monde. On est dans la fin de notre monde, on est déjà dedans quelque part. C'est-à-dire qu'on n'est plus du tout à un stade où on se dit, tiens, on imagine quelque chose dans un futur plus ou moins lointain, et on se dit, bah, qu'est-ce qui peut advenir? En fait, on est dedans. Et tous ces textes, en fait, traduisent, à mon sens, cet entre-deux dans lequel on s'inscrit. Il y a une tonalité qui peut sembler assez pessimiste, mais moi je crois que c'est pas tout à fait vrai, parce qu'il y a également des utopies, ou en tout cas quelque chose de l'ordre de l'utopie. Et ça traduit très très bien, selon moi, ce moment où il n'y a plus de différence entre l'utopie et la dystopie, c'est-à-dire la dystopie est l'ombre de l'utopie. Je veux dire, le texte par exemple de Chris, c'est très très exactement ça, c'est-à-dire que l'utopie est l'ombre de la dystopie, et au bout d'un moment, on voit que dans cette période telle que l'on vit, on a besoin d'utopie, on a besoin d'autres ouvertures, d'autres perspectives, mais la façon dont on peut le décrire, le vivre, ou le lire là en l'occurrence, c'est dans une sorte d'entre-deux quelque part. On est vraiment dans une sorte de passage, c'est-à-dire on voit qu'il y a un type de valeurs patriarcales, productivistes, qui sont en train de se déliter totalement. C'est-à-dire, bon, il y en a un, Romain Lucaso, qui lui s'échappe dans un exercice de style sans aucun, voilà, mais qui peut être bien et pas bien, hein, inspiré de Borges. Et puis, la plupart des autres, chacun à leur façon, de manière très très stylée évidemment et un peu mystérieuse chez Luvan ou chez Léo, hein, comme par hasard de la Volte, tous les deux, qui se connaissent très bien, de manière beaucoup plus claire, limpide et ludique, par exemple chez Émilie et chez Audrey, on va dire, avec, on est en entre-deux quelque part. Alors, effectivement, quand on est en entre-deux, il y a des polarités, c'est-à-dire que chez Audrey, on a une polarité critique. Par exemple, si on prend les deux autrices qu'on a ici, moi en tant que lecteur, je lis les deux textes, et je les vois un peu de la même façon, d'une certaine manière, c'est qu'il n'y a jamais entièrement d'utopie et de la dystopie. À la fin de la nouvelle d'Audrey, on voit qu'il y a quand même des pistes de sortie, en fait, voilà, je ne dis pas lesquelles, mais il y a des pistes. Voilà, dans les deux cas, voilà, en fait, mais on est réellement dans cette logique où on voit comme si elles étaient, les autrices, les auteurs étaient des chercheurs, en fait. Hein. On cherche, on ne sait pas ce qu'on va trouver, parce qu'on écrit, on ne sait pas où ça va, sinon ce ne serait pas intéressant. Et on a donc des recherches très contemporaines, en fait, dans le rapport à ce qui peut advenir. Et ce grand point commun, pour moi, c'est celui-là, c'est que c'est des nouvelles, non pas de la fin du monde, mais de la fin de notre monde. Voilà, je vais remettre J'ai été un peu bavard, vous m'excusez, mais je remets tout de suite mon masque. Très bien. Donc, malgré tout, dans les nouvelles des autrices qui sont présentes, on a beaucoup de choses qui vont concerner les réseaux et les intelligences artificielles. Un tout petit peu d'écologie, mais pas tant que ça. Alors que, pourtant, actuellement, l'écologie, c'est très à la mode. Là, ce matin encore, on est venu me demander des textes d'auteurs ou d'autrices français autour de l'écologie. Pourquoi avoir choisi plutôt la technologie et pas l'écologie dans les textes? Parce que l'écologie, c'est tellement désespéré que de toute façon, il n'y a plus rien à écrire dessus. Non, mais moi, je l'évoque dans mon histoire, l'écologie. Je l'évoque parce que le personnage est un chercheur justement qui travaille sur la barrière corallienne, mais c'est pas le thème central de la nouvelle. Disons que c'est le contexte. Donc c'est présent. Et l'intelligence artificielle aussi est présente. Oui. Je pense aussi qu'en fait, on a l'impression qu'il faudrait qu'on prévienne sur l'écologie, mais en fait, l'écologie en science-fiction, ça existe depuis 60 ans. Quoi. Donc il y a déjà eu énormément de choses, quoi. Et je pense que nous, on doit être au courant déjà. Et je pense que les gens, de manière générale, commencent à être au courant qu'il se passe un truc. Et du coup, je pense que ce qui est plus proche de nous, c'est la technologie. On a tous un téléphone, on est toujours en contact tout le temps. En fait, il y a des écrans partout, tout le temps, partout. Et du coup, je pense que, comme disait Ariel de façon très juste, on est déjà à la fin de notre monde. Et notamment, ça a été accéléré ces dernières années par l'émergence de la technologie. On a fait en 50 ans un bond qui est équivalent à 1000 ans de technologie avant, quoi. Et c'est un truc qui est en train de prendre de plus en plus de place. Moi, je le vois, là, je fais plein de salons professionnels, et à chaque fois, on m'a mis des casques de réalité virtuelle sur la tête, des machins, enfin vraiment, c'est vraiment en train de devenir... c'est en train de se greffer à nous, comme avant. Il y a quelques années, par exemple, une greffe de hanche, c'était incroyable. Mais en fait, ça, c'est déjà la méta-humanité. On est déjà dedans. Et là, on est encore en train de passer à une étape, sauf qu'on est en train de la vivre, et ça va hyper vite. Et du coup, je pense que c'est des thèmes qui sont moins abordés et qui nous touchent plus. Et peut-être qu'on a plus de choses à dire sur ça, peut-être tu la seule. Hein. Mais je pense qu'en fait, en écologie, quand même, on a eu plein d'ASF d'écologie. Et en plus, j'ai pas autant de contact avec ça. Alors, il faudrait, qu'avec la technologie que je touche et que j'utilise tous les jours. Et du coup, c'est des choses qui me questionnent plus, parce que pour le coup, c'est mon quotidien. Et donc, si mon quotidien est en train de s'arrêter pour devenir autre chose, ben, ça va forcément avoir un impact hyper fort sur moi aussi. Alors, en fait, je vais être actrice et victime de cette chose-là.
Du coup, ça m'intéresse particulièrement. Mais je pense qu'on est vraiment un peu à un tournant en fait. Les gens prennent de plus en plus conscience. On n'est plus du tout dans l'idée d'une technologie qui va apporter du progrès et du bien-être pour l'humanité comme c'était le cas au milieu du siècle dernier ou au début du siècle dernier. Là vraiment on se rend compte de l'impact sur notre environnement, de toute la destruction de la biosphère que ça peut engendrer si elle est utilisée ou exploitée d'une certaine manière. Il y a vraiment une prise de conscience, je crois que toutes les personnes ne peuvent passer à côté de ça. Et on est en quête de quelque chose, d'une nouvelle approche, d'une nouvelle manière de voir les choses, de penser les choses, comment envisager le progrès et la préservation de notre milieu, en fait, comment concilier les deux. Est-ce que c'est conciliable ou pas? Alors, pour ma part, sur ces questions, moi je travaille beaucoup sur le rapport avec la technologie, mais parce que dans les rapports avec la technologie, c'est le rapport avec l'autre. En fait, dans les réseaux sociaux, il y a l'idée que c'est censé nous mettre en relation. Donc, finalement, voilà, j'essaie d'explorer est-ce que c'est une promesse tenue ou en fait c'était un duel et c'est pas vraiment ça, parce qu'on ne parle jamais véritablement à un autre être humain, mais à des algorithmes. Et donc, voilà, l'écologie, c'est le rapport l'homme à la planète, tout ce qui est dans les réseaux sociaux, c'est les rapports entre les hommes entre eux. Et il y a aussi cette question un peu de fin de notre monde où quand on sent que ça part un peu en sucette, on essaie de se rapprocher à nos voisins, d'avoir des rapports humains parce qu'on ne veut pas être seul dans ces moments un peu de panique, pandémie, fin du monde mondial. Et donc on cherche l'autre en fait et on se rend compte que finalement l'autre qu'on pensait super présent parce qu'on a 834 amis sur un réseau social bien connu, finalement il est pas vraiment là, ou il ne nous regarde pas vraiment, ou il ne nous voit pas vraiment nous parce que c'est pas vraiment ce qu'on donne à voir. Donc c'était pas vraiment l'idée pour moi de traiter vraiment les technologies en soi. Je fais pas de hard SF et je suis pas scientifique. Il y a beaucoup d'autres. Moi je travaille dans le social, donc je suis beaucoup plus sur le rapport à l'autre. Et voilà. Pour moi le rapport aux technologies c'est avant tout comme média vers l'autre. Et sur l'écologie c'est le lien avec le rapport homme-planète qui peut être intime ou collectif. C'est moi mon domaine. C'est vrai que sur l'écologie, je pense que on peut plus trop l'exploiter de manière un peu optimiste. Qu'est-ce qu'on peut faire pour sauver la planète? C'est foutu. Il y a un côté, c'est exactement ça. Un côté, c'est trop tard en fait. Donc on peut l'explorer que de manière un peu, enfin, il me semble, un peu crépusculaire quoi. C'est foutu. Enfin, je suis pas tout à fait. C'est terrible, mais. Ça sera court parce qu'en fait, autant chez Émilie, le climat, l'écologie, c'est du contexte. Moi, la technologie, c'est du contexte. Et puis mon texte, j'ai quand même vraiment travaillé comme une femme. Et c'était juste pas le sujet. Voilà. Et je m'en fous pas. Mais voilà. Non, personne ne s'en fout. Mais ceci dit, je ne suis pas entièrement d'accord sur l'idée que l'écologie est peu présente. Simplement, en fait, ce qu'on constate en fait, sur l'écologie, c'est que pendant très longtemps, en fait, dans la science-fiction, et systématiquement, c'est un décor. C'est-à-dire aujourd'hui, le constat, en fait, moi, il y a au moins la moitié des textes, je veux dire, je pourrais les regarder, il y en a une bonne moitié, le juge, le bot et l'écureuil de Léoutier, Carnet, Démocratos, Paon, je veux dire, il y a au moins plus de la moitié dans lequel l'écologie, celui de Chris par exemple, dans lequel la question écologique, la question du rapport à la planète, du rapport à la destruction de la planète, c'est quand même ça qui revient quand même de manière assez récurrente, est sous-jacent. Ça fait partie du décor, en quelque sorte. Et si on élargit, en fait, parce que, effectivement, moi, un peu mon cheval de bataille, c'est quand même la logique écologique et solidaire, c'est-à-dire, pour moi, là, je pense que les deux sont indissociables, et que si on doit construire quelque chose demain, et d'ailleurs, on prépare avec Jérôme une anthologie sur Baudrey dans un texte, et Katie aussi, en fait, sur le... Voilà. Voilà, bon, en fait, avant d'en faire d'autres après, si on lit les deux, je pense que quasiment tous les textes, sans exception, en fait, relient en quelque sorte la logique de relation entre les humains, la logique de solidarité, même si le mot maintenant est un peu désuet tel qu'il a été utilisé, et les logiques écologiques en fait. Mais après, il y a des polarités, c'est-à-dire dans le texte de Katie, c'est le rapport au travail en fait, qui est quelque chose de l'ordre du relationnel, donc on rejoint plutôt la logique solidaire. Dans les textes sur les technologies, bien souvent, c'est le côté relationnel, mais par exemple dans le texte de Floriane, les deux sont présents, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de l'ordre de la relation en fait, entre les différents êtres et personnages qui sont présents, et aussi quelque chose de l'ordre du rapport à ce qui est devenu la Terre en fait, qui est également je pense que du présent. coup en fait c'est plus dans l'anthologie on l'a pas utilisé comme un thème qu'il fallait traiter parce qu'il a déjà été traité, mais comme c'était acté que c'est foutu. Qu'est-ce qu'on a fait à partir de ça quoi, et où est-ce qu'on va à partir de ce qu'en fait
de ce futur probable qui est que c'est foutu. Et voilà, et moi, il cherche à partir, et toi, tu voyages de planète en planète, il se passe plein de choses. Et du coup, bah, en fait, c'est le décor, c'est foutu. Bah, c'est plutôt positif si on a tous pensé inconsciemment que le niveau écologie et la planète c'était foutu, mais qu'on a tous écrit sur l'humain, le rapport à l'humain, ça veut dire que au moins Mais moi, ça finit pas très bien. ça veut dire que si on a tous Non, mais écrit si sur c'est le foutu rapport chez nous, à on va aussi foutu ailleurs, tu vois. Le bordel ailleurs. Il reste des humains. Il reste des humains. Non, mais en fait, je suis vraiment pas d'accord avec cette idée que c'est foutu en fait. Il y a des Je choses dirais que qui... chez toi, ils se battent un peu quand même. Il y a des Il y a d'amour. Il y a des corails encore, il y a des coraux chez elle encore. plein, en fait. Il y a des choses aussi qui se font, il y a de la recherche, parce qu'on dit technologie, mais il y a différentes sortes de technologies. C'est vaste, cette technologie-là, on parle de technologie numérique, réseau, tout ça. Mais il y a plein de gens qui font, je sais pas, qui bossent pour essayer de trouver des technologies justement pour la transition écologique, etc. Enfin, il y a beaucoup de choses qui se font, il y a de la recherche en cours. C'est pas foutu, mais bon. On est mal barré, c'est vrai. Voilà, exactement. Il va falloir réfléchir un petit peu le point des choses. Ça ne sera pas comme avant le paradis perdu et Tout à perdu. fait. Voilà, c'est le terme foutu qui était un peu exagéré, mais ce ne sera jamais comme c'était auparavant. On ne pourra pas préserver l'identique. Imaginait qu'on voudrait. Voilà, par rapport aux espoirs qu'on avait au Il faut siècle imaginer un dernier. nouveau futur, pas foutu. Voilà, ouais. Et puis il faut relativiser un petit peu. Foutu autrement. Exactement, foutu autrement. Nous, on le voit comme ça, mais si on va ailleurs, je suis sûre que si on va en Chine, dans une de ces villes champignons qui est en train de pousser avec, à mon avis, ils ont une vision complètement différente aussi de ce que la technologie peut leur apporter. Enfin, tu parles d'un pays comme même où les gens sont notés. Faut relativiser. Mais Je suis pas sûre qu'ils soient malheureux d'être notés. si t'es mal noté, t'as pas le droit d'aller à la sécurité sociale, t'as pas le droit à des logements, t'as le droit à rien. De notre point de vue français, ça a l'air horrible. effectivement, c'est horrible. Mais je pas comment ils suis font. pas sûre que eux, enfin tout le monde là-bas soit heureux de ça. Ils n'ont pas tellement le choix. Hein. En fait, ça m'attriste que tout le monde dise c'est foutu, c'est foutu. Je sais pas pourquoi tout le monde est là en train Pour de te dire... permettre de dire l'inverse. Non, on ne dit pas que c'est foutu. En tout cas, dans nos textes, on n'a pas, On peut pas être on n'a pas dessiné de l'espoir sur ce point de vue-là, en tout cas. Voilà, en tout cas, le décor, c'est plutôt une terre qui a quelques soucis, une terre bien heureuse. Alors, ceci dit, dans ton utopie de départ, en fait, on ne va pas dans le détail, on ne va pas spoiler, mais la terre est redevenue visiblement plus ou moins habitable. En fait. Oui, en fait, dans mon texte, on a réussi à éviter. Voilà. Donc, après, je ne dis pas comment et pourquoi, parce que sinon on ira trop loin dans la nouvelle. Et c'est particulièrement intéressant dans le rapport à l'humain, la manière dont on a réussi à éviter la. Ah, tu veux plus spoiler? Non, j'essaie de trouver un juste équilibre, si tu veux, une limite. C'est pas spoiler de dire que le problème, du coup, dans mon texte, malgré le fait qu'on ait réussi à sauver la Terre, c'est foutu quand même, parce que le problème, c'est pas le climat, le problème, c'est l'être humain et c'est ce qu'il y a au fond de lui, quoi. En gros, pour être encore plus optimiste que ça. Donc on voit que vos textes, ils sont dans l'ensemble pas, même si il y a des points des fois qui peuvent être optimistes, des fois sur certaines fins, c'est pas non plus la joie et la bonne humeur. À côté de ça, quand on regarde aux États-Unis, on a actuellement un courant plutôt de SF assez positive. Pourquoi est-ce que c'est pas le cas chez nous? Ils sont positifs à ce point-là, les Américains, par rapport à nous. Oui, mais c'est foutu pour les Américains aussi, pourquoi ils ne le voient pas? Ils sont aveugles. C'est des requins. Bon, il y a effectivement, alors je m'appelle Stewart, je ne suis pas américaine, je suis des Américains. Bon, il y a quelque chose, il y a des mentalités qui ne sont pas les mêmes. Après, sur cette question d'écrire de la science-fiction positive, j'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer là-dessus. Ça ne repose pas sur grand-chose en réalité. Il y a des présupposés qu'on essaie de psychologiser en disant qu'il faut penser positif et qu'il faut se tourner vers l'espoir et qu'il faut raconter des choses heureuses parce que ça fait du bien, etc. Et si on revient sur la logique de penser avec un A évoqué par Ariel, en psychologie, ça ne marche pas comme ça en fait. Il y a eu des études, notamment sur l'écriture expressive, montrant que les personnes qui travaillent sur leur trauma en écrivant le trauma vont beaucoup mieux que les gens qui vont écrire
écrire, donc c'est vraiment une expérience qui a été montée pour voir comment ça marche et ce qui aide. En fait, ça marche mieux de travailler sur le problème que de regarder ailleurs et de se raconter autre chose. Donc, ça n'est pas forcément généralisable à ce qu'on lit et à ce qu'on écrit, mais je trouve ça intéressant parce que c'est un contrepoint à cette espèce de vision de nous comme des récipients qu'il faudrait remplir de choses. Si on met du positif, on est positif. Si on met du négatif, on est négatif. Ça serait beaucoup plus simple. Hein. Ça serait effectivement beaucoup plus simple, la psychologie notamment, avec un fonctionnement comme ça, mais c'est plus compliqué que ça. Sur l'écriture de SF positive, moi je pense à Catherine Dufour évidemment, et au Bright Mirror, aux ateliers d'écriture de SF positif, d'anticipation positive, au collectif Zanzibar aussi qui essaye de le faire. Et j'ai participé à un atelier Bright Mirror justement sur, fallait écrire une nouvelle à plusieurs positive sur les transports. Voilà. C'est vachement bien les transports. Ouais, mais genre il y a quelqu'un de la SNCF qui était venu nous parler et c'est vrai qu'on parlait, on pensait enfin voilà, les trains à l'heure, les trucs qui vont un peu vite et qui sont et en fait c'est hyper dur d'écrire positivement là-dessus, c'est-à-dire on a du mal à voir transport positif qui marche bien dans le futur, on l'a fait. Mais c'est aussi parce que, comme elle disait, les peuples heureux n'ont pas d'histoire. Enfin, quelque part, dans un récit, on essaie d'avoir une intrigue. Alors, on peut avoir une chute heureuse, finalement. Mais il faut quand même qu'il y ait un peu des péripéties qui mettent un peu les héros en difficulté. Sinon, au début, ça allait bien. Après, tout s'est bien passé et ça finit bien. Ouais, il faut trouver quelque chose. C'est très dur. C'est vraiment, c'est pas... faut pas dire c'est plus facile à écrire, alors pourquoi on n'en écrit pas plus? En fait, c'est beaucoup plus difficile. Et quand on veut un peu lancer des alertes sur l'écologie, on a plus envie de choquer les gens, de les secouer un peu comme des pruniers en disant rendez-vous compte, on va tous mourir. Mais non, enfin voilà, c'est peut-être on vous dit l'impact est plus fort. Alors je sais pas si c'est vrai, mais ça nous paraît plus fort et l'écriture est plus facile. C'est après, je peux prendre un recul. Mais les grands textes, en fait, donc la dystopie par exemple de John Brunner, parce que, excuse-moi, Didier, on continue. Il faut enlever le masque comme ça, on peut parler. avec les excuses. Je vais essayer d'être court. Non, juste pour dire que l'utopie, quand on prend Sur l'onde de choc de John Brunner, ou lorsqu'on prend même Tous à Zanzibar, elle est au cœur de la dystopie. C'est-à-dire qu'en fait, l'erreur est de croire, comme Bright Mirror, que l'on peut séparer les deux. L'un est l'ombre de l'autre. La dystopie n'est pas le contraire de l'utopie. Le contraire de l'utopie, c'est la société dominante, en fait. C'est l'idéologie dominante. C'est l'idéologie qui domine, en quelque sorte, contre laquelle l'utopie se dresse. Mais un texte purement positif n'existe pas. Un texte purement négatif n'existe pas. Même dans 1984, s'il n'y a pas de personnage qui essaie de s'en sortir, il n'y a pas d'histoire, en quelque sorte. Hein. Et donc l'un est indissociable de l'autre. Et les utopies les plus magnifiques, moi, à part celle que je peux citer, c'est celle de Précipice, la ville Précipice sur l'onde de choc, qui est une ville des communs en fait, imaginée en 1975, dans une Amérique complètement conformiste, complètement caricaturale, où les Africains du Béninia au sein de Tous à Zanzibar, qui par ailleurs a un texte sur la surpopulation. Donc, voilà. Et à l'inverse, lorsqu'on prend l'utopie anarchiste extraordinaire d'Ursula Le Guin dans Les Dépossédés, c'est intéressant parce que justement, elle est coincée. Quelque part, il y a un problème en quelque sorte au sein de... Donc l'erreur est de chercher le positif ou le négatif, ça n'a aucun sens. On se projette, on fait sauter des digues en tant que créateur d'imaginaire, et à partir de là, on espère que les gens vont nous suivre, et soi-même, on ne sait même pas si c'est du positif ou du négatif, on se laisse... Voilà. Je vais rebondir sur ce que tu disais, sur deux choses. Et tu disais que c'était très dur d'écrire un positif. Moi, on m'a demandé d'écrire une nouvelle pour une anthologie qui va sortir l'année prochaine. Et on m'a dit, alors, il faut que ce soit un héros gentil, le pouvoir de l'amitié, ça se finisse bien. Et moi, j'étais genre, ouais, bien sûr, c'est un super défi. J'ai rien fait. C'est impossible. Genre, je sais pas. Parce qu'en fait, on écrit ce qu'on connaît et ce qu'on voit et ce qu'on processe. Parce qu'on écrit ce qu'on vit et on vit pas de choses comme ça où tout est bien tout le temps. Parce que les transports ne marchent pas, parce que la nourrice ne peut pas garder le gamin, parce que le travail c'est fatigant, parce que tout. Et vraiment c'était une galère sans nom, quoi. Et je pense qu'en fait c'est intrinsèquement lié au fait que en fait, on ne peut écrire que sur ce qu'on expérimente et ce qu'on vit et ce qu'on lit et ce qu'on sait. Et en fait, et ce qui nous intéresse aussi, et il y a beaucoup plus. En fait, l'humain, c'est comme quand on a des commentaires négatifs et positifs.
il va y avoir 50 commentaires positifs et un commentaire négatif, on va retenir que le commentaire négatif. En fait, on est câblé pour voir le négatif. Et ça nous affecte, c'est normal qu'on en parle, donc forcément, c'est logique qu'on retrouve plus de visions négatives, je pense. Parce que c'est là qu'il y a des choses à dire, et les gens heureux n'ont rien à dire. Et très peu, bah si, ils sont heureux, ils sont heureux. C'est incroyable. Mais du coup, c'est normal, ils ont moins de choses à raconter. Et nous, on est là pour parler de la société et ce qu'on connaît, et du coup, forcément, c'est moins joyeux. Je voulais juste dire, en fait, j'ai animé, j'ai dû faire 3 animations de Bright Mirror. Et effectivement, ça fait partie des consignes, hein, on fait de la science-fiction positive. Alors, outre le fait que c'est de l'instrumentalisation de la science-fiction du même type que la Red Team, hein, voilà. Il y a quelque chose de ça. Bon, j'ai animé, j'étais contente de le faire et j'ai fait passer ce que j'avais envie de faire passer. Mais en général, je l'ai introduit en parlant du biais de négativité que tu évoquais, en disant qu'effectivement, c'était très difficile. Et je trouve l'exercice intéressant, par contre, parce qu'il me semble que autant je ne suis pas emballée par l'idée de faire du positif pour faire du positif, c'est trop facile aussi de faire du négatif pour faire du négatif. Et il me semble que l'art, c'est de trouver un équilibre intéressant et de s'exercer à avoir des issues. Tant qu'à avoir de l'imagination, inventons des mondes qui marchent un peu différemment. Allons-y, utilisons notre imagination pour faire autre chose que ce qui est déjà. Et puis je trouve aussi que la science-fiction, c'est aussi une manière d'interroger notre présent. Et comme tu dis, Katie, ou comme vous dites Pete, comme tu disais tout à l'heure, à propos de l'utopie, et qui est l'ombre de la dystopie inversement, les choses ne sont jamais toutes blanches tout noires. Enfin, le monde il est complexe, il est ambigu. L'utopie de quelqu'un, c'est la dystopie horrible de quelqu'un d'autre, quoi. Oui, tout à fait. En fait, c'est comme la notion de bonheur. En fait, qu'est-ce que c'est le bonheur pour une personne, ça peut être totalement l'inverse pour quelqu'un. Enfin, c'est des concepts qui sont beaucoup trop subjectifs. Et quand on parlait de la technologie, par exemple les réseaux sociaux, donc que tu interroges dans ta nouvelle, c'est la seule que j'ai lue parce que j'avais le recueil à côté de moi aux imaginaires et je l'ai trouvé super. Mais il y a les réseaux sociaux, il y a du positif et du négatif, tout n'est jamais. D'ailleurs, dans ta nouvelle, c'est ce qu'on retrouve. En fait. Oui, Et d'ailleurs, je trouve que la fin, elle est très nuancée, la fin de ta nouvelle. Parce que. Non, je peux pas spoiler. Non, mais c'est vachement bien. Parce qu'en fait, tu pourrais avoir un avis très tranché, très positif ou très négatif sur ce qui se passe. Mais en fait, ton personnage, il a un recul sur la situation et il voit, même lui-même, voit le positif et le négatif de ce que ça a apporté, cette technologie-là. Et je ne m'attendais pas à ça. Et j'ai trouvé que c'était super bien. Oui, c'est ce qui pousse au questionnement. Ouais. J'ai lu la nouvelle, je me dis, est-ce que je l'utiliserais si ça existait? Parce que concrètement, il y a des choses à en tirer, mais bon, ça va un peu loin dans la nouvelle. Mais je trouve que c'est cette nuance-là qui crée le questionnement aussi. Sinon, on ne se pose pas de questions, on a une vérité qui nous est imposée et basta. Si jamais on peut se poser des questions, c'est déjà pas mal. J'ai une anecdote sur l'utopie des uns qui devient la dystopie des autres. J'ai eu l'occasion de réfléchir en fait sur la question de nos personnages négatifs que parfois on va bâcler parce qu'on les aime pas trop, parce qu'ils sont voilà. Et en fait, ce qui m'a poussé à réfléchir à ça, c'est une expérience que j'avais faite avec Max Molon, qui fait partie de l'association Réseau Université de la Pluralité, qui est designer de débat surtout, de rencontres, de discussions. Et le jour où je l'ai rencontré, la mission qu'il m'a confiée, c'est de lire une utopie écrite par des gens d'un atelier. Et c'était entre les 2 tours de la dernière élection présidentielle. Et je lisais un avenir heureux du point de vue des partisans de Marine Le Pen. Là, il était parti des programmes des candidats et avait essayé de voir qui serait content que ce programme soit réalisé et qui serait malheureux que ce programme soit réalisé. Donc le casting, très intéressant, que ce soit moi qui lise l'avenir heureux face à Marine Le Pen, et ça m'a vraiment marqué et ça a changé la façon dont je réfléchis sur mes personnages et la façon dont je pousse aussi certaines logiques de personnages en me disant ils ont bien une raison de faire ce qu'ils font, que ça soit pas la mienne, c'est pas la question, ils se donnent les raisons de le faire, donc allons-y. Ariel, qu'est-ce qui différencie cette SF qu'on a dans cette anthologie de ce qui s'est fait avant? Spécialiste des questions pièges.
C'est collégial. Mais c'est ça. Moi, j'ai pas le sentiment qu'il y a des différences abyssales en quelque sorte. Le contexte à chaque fois change en quelque sorte, donc les modalités de ce que va être le décor et les personnages donc, évoluent. Je crois que ce que je disais par rapport à la fin de notre monde est très caractéristique. Je pense que sur le fond, je pense qu'il y a plus une continuité que des différences énormes. En revanche, je pense qu'il y a quelque chose, en tout cas à mon sens, et là je parle vraiment de mon nom propre, mais un truc très subjectif, c'est on n'écrit pas de la même façon lorsqu'on est dans une société dont toutes les valeurs semblent complètement assises en quelque sorte et solides, avec un consensus par rapport à ces valeurs, dans une société où on a le sentiment que toutes les valeurs partent à volo. C'est pas du tout le même type d'écriture, pas du tout le même type de regard en fait. C'est-à-dire que les auteurs, les autrices, de science-fiction. Lesquels, c'est ceux qui s'interrogent sur le monde. C'est-à-dire ceux qui, effectivement, ont, même si je ne crois pas à l'option politique propre, mais il y a toujours un regard, quelque part. Et j'ai le sentiment, en tout cas, que ce... Peut-être pas le on, en fait. Non, mais vas-y, je vais parler après. Pas après. Donc, j'ai dit que je parlais de manière très subjective en la matière par rapport à ce qu'est la différence. Je dis que le contexte est différent et moi j'y trouve beaucoup de remise en question, de remise en cause et par rapport au travail, par rapport à tout ce qui fait relation. Il y a toute une logique critique au sens noble du terme, c'est-à-dire la critique peut être positive, peut être constructive, mais il y a pour moi une force critique. Mais le sentiment que j'ai, c'est que cette force critique, elle s'exerce par rapport aux données, par exemple, des technologies d'aujourd'hui, par rapport à l'IA, par rapport à l'écologie, par rapport à beaucoup de questions. Donc il y a ces dimensions-là. Parfois, ça passe juste par un exercice beaucoup plus stylistique. Chez Léo Henry, par exemple, en fait. C'est qu'on n'est pas obligé de tout comprendre, mais on saisit. Voilà, et c'est tant mieux d'ailleurs qu'on ne puisse pas tout comprendre. Et on saisit, mais on saisit quelque chose qui pour moi est de l'ordre de la transformation. Voilà. Je dirais que, mais j'ai pas le sentiment que c'était forcément différent avant. Alors peut-être qu'en parlant des auteurs français, mais j'ai le sentiment qu'après ça évolue, mais que franchement, je pense que la différence fondamentale, ce serait à mon avis une erreur. Chacun, c'est différent parce que c'est singulier. Chacun est singulier à son propre langage, son propre discours. Que la couleur d'époque est différente. Moi, je questionnais le on parce qu'on n'écrit pas. En fait, je pense qu'une telle anto faite il y a 20 ans, il n'y aurait que des mecs. Ça, c'est bien. Et il n'y aurait pas de gens qui me ressemblent moi. Voilà. Et du coup, voilà, on n'écrit pas pareil. Je pense que même à cette époque-là, il y avait des personnes à la marge qui avaient des interrogations, qui avaient ce regard critique, qui avaient des choses à dire, mais qui n'étaient pas forcément celles qui étaient mises en avant et qui n'étaient pas forcément C'est vrai que là, il y avait celles qui vraiment représentaient. Oui, c'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a quelque chose de féminin. Mais le problème, c'est que moi, c'est vrai que dans mes lectures, ça dépend si on parle par rapport à l'âge d'or de la science-fiction, l'époque où effectivement on ne retenait que Robert Heinlein, mais même il y a 10 ans en France, j'étais déjà là. Ça fait 18 ans que je suis dans ce milieu. Oui, j'écrivais déjà mon texte à 10 ans. Mais c'est vrai que tu vois, pour le coup, moi qui ai été baigné par effectivement tous les auteurs comme Ursula K. Le Guin, John Brunner, Philippe Cadic, etc., Octavia Butler, si tu veux, donc qui est toujours recherché dans la science-fiction quelque chose de l'ordre de l'alternatif. Forcément, pour moi, la différence est moindre, mais je pense qu'il y a une erreur. Avec déjà le filtre, quand même. Ouais, tout à fait. Théodore Sturgeon, tu prends Théodore Sturgeon, c'est quelque chose qui est complètement dans une logique de solidarité absolument hallucinante, en fait, en tant que personnage. Donc c'est vrai que tout dépend de ce qu'on recherche. Maintenant, si je prends du recul, et je crois que par rapport à, on va dire, au paysage plus global, ce que dit Katie est tout à fait juste. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, quelqu'un qui fait une anthologie comme le fait Jérôme Vincent avec Sébastien Guillot, ils font en sorte la logique de lisibilité, de visibilité de personnes qui auparavant étaient beaucoup moins lisibles et visibles et qui avaient beaucoup plus de mal à faire passer des textes et des nouvelles. Mais c'est toujours difficile de faire passer des nouvelles, de les publier. C'est toujours une galère pour les gens. Mais je pense que là, il y a une vraie différence quelque part. Il y a une écoute beaucoup plus large, en fait, et qui donne une tonalité sans doute un peu différente. En fait, mais bon, après, je dis que c'est subjectif parce que chacun recherche des choses différentes dans ses lectures. En fait, et que moi, dès lors que j'ai toujours recherché quelque chose qui a une dimension politique, une dimension de transformation,
j'ai retrouvé ce que je cherchais et que je ne trouvais pas chez tous les auteurs dans la quasi-intégralité de ces nouvelles. Ça, c'est une vraie nouveauté. Une nouvelle fois, le seul dans lequel je n'ai pas trouvé, c'est chez Romain Lucaso, mais c'est un pur exercice de style. Voilà, parce qu'effectivement, j'ai trouvé que ça faisait très bizarre en fait au sein du texte, au sein de l'ensemble en fait. J'ai trouvé que c'était comme un ovni. Oui, alors c'est pas inintéressant parce que ça veut dire qu'il y a un corps de cette dimension-là. Mais je vois les évolutions même de quelqu'un comme Christian Lévrier, ce qu'il écrit aujourd'hui par rapport à ce qu'il écrivait il y a 20 ans, c'est très différent. En fait, lui-même s'est ouvert complètement à d'autres influences, d'autres types de regards. Et ça, c'est très intéressant. En fait, hein. Ça veut dire qu'effectivement, quand la société change dans son rapport à ces différents atomes, en quelque sorte, hein, et qu'il n'est plus simplement juste le regard braqué sur des hommes comme moi, on va dire, blancs, etc., ben, ça change beaucoup de choses, et c'est plutôt très très positif. Moi, je trouve ça génial, en fait. Voilà. Hein. Donc je ne sais pas si je suis majoritaire, mais bon, parmi les hommes blancs... Tu es fréquentable. Voilà. Ouais, ça enrichit beaucoup, en fait. Hein. Le même type d'enrichissement par rapport à mes étudiantes, quand elles me font des exposés sur des sujets un peu baroques, complètement étonnants, et puis... Voilà, ce matin j'en ai mis un sur Animal Crossing, qui est complètement fou, un autre sur Godzilla, qui était juste... voilà, donc c'est la même chose, c'est-à-dire que cette écoute-là, en fait, reconnaître qu'on peut apprendre, qu'on apprend en fait de cette pluralité, de cette diversité, ça fait du bien à pas mal de mal blancs comme moi. Est-ce qu'il y a des questions dans le public? Oui. Je voudrais savoir, compte tenu de vos différentes professions, si ça joue beaucoup sur les sujets que vous abordez. Moi non. Donc il faut qu'on dise nos professions. Alors, moi je suis ingénieur dans l'aéronautique. Du coup, jusque-là j'aurais dit non, dans le sens... Alors, jusque-là, j'aurais dit non, dans le sens où dans Les Noces, il n'y a rien du tout de ce que je fais, et dans Rouille, il y avait vaguement dans le personnage de Jules une petite touche de. Parce que voilà, il trie pas tout le truc qui fait un peu de mécanique, mais c'était vraiment juste pour dire ah voilà, ça j'espère pas. Par contre, du coup, maintenant que j'ai commencé à écrire de la SF, vraiment, là pour le coup, j'ai mis 50% de ma thèse. Je peux plus dire. Mais surtout, en fait, je me suis rendu compte que d'avoir passé ce cap-là, en fait, d'utiliser mon travail pour amener des choses que je voulais faire passer, et ben en fait, ça m'a débloqué un niveau. Enfin, j'ai fait hop là, et je me suis dit, ah c'est bon, maintenant je peux écrire de la SF, vraiment. Et avant, je ne m'autorisais pas à le faire. Parce que, en fait, moi, pour le coup, j'ai lu beaucoup de SF de la vieille école, parce que mon père me donnait ses livres qu'il lisait quand il était ado. Donc pour le coup, moi j'ai été baignée au mec blanc, cis hétéro. Et du coup, en fait, mais je m'en suis rendu compte super tard. En fait, je m'en suis rendu compte après avoir publié Les Oubliés que j'avais intégré que la SF, c'était des mecs qui l'écrivaient pour des mecs. Et c'est il y a quelques années, quand j'ai commencé à lire des femmes, des nouvelles, genre j'avais lu Audrey, j'ai lu Jamie Sin l'année dernière qui m'a complètement retourné la tête, vraiment genre je me suis demandé qu'est-ce qui se passait dans le monde et pourquoi c'était pas arrivé plus tôt dans ma vie. Et j'ai relu Ursula Le Guin et j'ai relu plein d'autres choses de femmes, j'ai découvert Octavia Butler, enfin j'ai découvert plein de trucs et là je me suis... Et en fait tout s'est amalgamé pour m'amener à me dire ok, je veux faire de la SF mais je sais pas quoi faire parce que je me sens pas légitime. Donc je vais commencer par utiliser mon travail, les choses que je connais. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à écrire des nouvelles de SF et ça s'est débloqué. Tu veux dire que c'est le fait que tu étais une femme qui faisait que tu ne te sentais pas légitime? Parce qu'en fait, j'en avais pas lu. Ouais, on intègre vachement de choses. Et moi, je me disais, il y avait plein de nouvelles. Tu vois, par exemple, la nouvelle de celle-là, je me disais, pendant pas longtemps, je disais à Estelle, je dis, j'ai une idée, mais je ne saurais pas le faire. Je ne pourrais pas l'écrire. C'est trop compliqué. C'est trop un niveau au-dessus de ce que moi je sais faire. Je n'ai pas le niveau en fait pour faire ça. Parce que dans ma tête, je ne savais pas faire ça. Et en fait, elle m'a dit, t'es chiante. Elle m'a dit, écris-le, tu verras bien. Mais ça se trouve, ça marche pas, ça marche pas. Si ça marche, ça marche. Et en fait, je me rappelle très bien, j'avais une idée très précise de par quoi je voulais que la nouvelle commence. Et au bout d'un moment, je me dis, ça marche pas du tout. Et après, je me suis dit, oui, c'est normal, c'est le milieu. Et du coup, j'ai fait, ok. Et donc, du coup, il faut que j'écrive tout le début maintenant. Et là, ça allait. Mais en fait, pendant super longtemps, vraiment pendant des semaines, je disais, j'ai une idée, genre, je pense que c'est vachement bien, mais j'ai pas le niveau. Je peux pas écrire de la SF en fait, c'est trop complexe, c'est trop. Tu vois, donc il y avait tout un truc dans ma tête que j'ai identifié après comme étant en fait juste une intégration de biais sexistes. J'avais lu que des mecs qui écrivaient de la SF, pour moi c'était normal. Et tu vois, là, par exemple, la Noël dernier, mon père il m'a ramené des livres à lui, et bah il y a
Que des mecs. Non, je les ai gardés parce que bon, il y a des trucs sympas. Tu vas pouvoir lui offrir un peu. Mais il y avait que des mecs. Et c'est pas sa faute parce qu'en fait, à l'époque, À l'époque, il y avait que ça. il y avait que ça. Mais en fait, moi, comme j'ai été nourrie à ça toute petite, et ben en fait, je savais pas qu'il y avait autre chose. Et il m'a fallu super longtemps. Ouais, mais Moi, je les ai pas lus du tout, tu vois. En fait, je suis venue à la science-fiction par le dessin animé, par Hayao Miyazaki, tout ça. Donc, sans complexe, je suis venue. En plus, Hayao Miyazaki, c'est quasiment que des héroïnes qu'il a. Donc c'est trop magnifique. Sur les métiers, alors moi c'est plus mes formations. J'allais dire ma formation en fait. Mes formations, j'ai fait des maths appliquées, ensuite j'ai fait éducation, j'ai bossé 15 ans en éducation nationale. Alors ça, j'utilisais pas du tout, mais je commence à travailler sur une utopie scolaire. Donc ça y est. Il fallait cloisonner, je ne sais pas pourquoi, c'était important de cloisonner. Et bon, maintenant, je suis psychologue clinicienne, alors, et je travaille sur des récits. Comment vous dire que voilà, la cloison, il faudrait qu'elle soit. Enfin, ce serait compliqué de la mettre. Donc, mais effectivement, j'ai gardé quelque chose d'une fascination pour la science, parce que quand j'étais gamine, je me racontais ma vie. En résumé. Au collège, j'étais nulle en maths. Voilà. J'étais nulle en mathématiques et après, j'ai fait des études de maths appliquées. Donc, entre les deux, il y a eu une rencontre avec un prof qui a cru plus que moi. Et du coup, il y a quelque chose un moment où c'était un langage inconnu et où c'est devenu un langage familier. Et de temps en temps, dans la familiarité, je retrouve du poétique et du mystérieux. Et d'où cette envie d'utiliser des concepts un peu les désacraliser en disant ben oui, pourquoi je ne ferais pas un monde qui fonctionne sur les lois de la physique quantique, je fais ce que je veux, quoi. Alors, moi, pour le coup, j'étais pas top en maths et je pense que je suis encore pire aujourd'hui. Donc, c'est pas du tout. Je suis pas venue à la science-fiction par la science. Mais oui, moi, mon parcours professionnel, on se retrouve complètement dans mes textes. Parce que je suis dans le social, en fait. J'ai fait de l'humanitaire sur le terrain pour des ONG pendant plusieurs années. Après, je suis revenue en France et j'ai travaillé dans le social auprès de SDF et de personnes en situation de prostitution. Et maintenant, je travaille plus spécialement encore dans l'interculturel, donc la rencontre de l'autre, et sur tout ce qui est égalité femmes-hommes, violence faite aux femmes, etc. En reprenant des études dedans en plus. Et oui, moi, clairement, dans mon métier, je me suis retrouvée un peu projetée dans le travail social de rue, dans les maraudes, auprès des sans-abri et des femmes en prostitution, avec toutes mes formations, mes dispositifs, mes connaissances, en fait. Et je me suis retrouvée complètement dépouillée de ça, parce que quand on est face à juste quelqu'un qui ne sait pas où il va dormir ce soir, ou qui a faim, ou la femme qui attend le 25e client de la journée, ouais. Et là, il n'y a que l'humain, il n'y a que le regard qu'on porte sur l'autre. Et même si on pouvait amener de l'aide, etc., il y avait tout ce qu'il voulait avant tout, c'était la relation. Et pas une relation d'aide avec les côtés aussi de dominants, etc. Mais vraiment, voilà, j'ai vraiment débouté de ça. Et au final, j'ai plus ou moins commencé à écrire à ce moment-là, en écrivant de la soft science fiction, donc la science-fiction des sciences sociales, en mettant voilà, tout ce qui est vraiment du rapport à l'autre, de la relation d'aide et du regard. Donc oui, ça se retrouve complètement. Et le côté droit des femmes, égalité femmes-hommes, ça vient que j'écris quasiment maintenant à 100% des héroïnes, des personnages principaux féminins, des personnages secondaires féminins, des méchants féminins. Beaucoup. Moi, j'ai pas du tout un métier assez éloigné de l'écriture pour que ça m'influence de manière visible comme vous. Je travaille dans le milieu de la rédaction, des revues, j'ai fait des études d'édition, etc. Et justement, en fait, sur cette nouvelle, j'ai dit à Sébastien quand il me l'a demandé, par contre, moi, il n'y aura pas de vaisseau. Et finalement, il y a un vaisseau. Finalement, j'en ai un. Mais ouais, j'étais hyper flippée de me dire, en fait, moi, j'y connais rien en sciences. Donc, avec cette idée voilà, qu'il fallait être scientifique pour faire de la science-fiction, je me suis dit, tu sais quoi, fais comme si c'était une planète avec des arbres, mais tu mets des vaisseaux à la place, et puis les étoiles, ça passera très bien. Et c'est ce qu'ils font, les mecs. Mais oui, il faut la légitimité de se dire ah bah non, je suis légitime, je fais ça parce que j'ai pas de thèse. Et de toute façon, je n'aurai pas la thèse là d'ici 3 mois, je n'aurai pas de faire comme ça. De toute façon,
la science-fiction, la science-fiction, le côté science de la science-fiction. C'est quand Hugo Gernsback, etc., donc vous avez tu vois, à l'écran, la science-fiction, quand le terme est né, en fait, pendant un moment, pendant une vingtaine d'années, ça va avoir un peu de sens, avec notamment la science-fiction de l'âge d'or, et puis en proximité des vulgarisateurs scientifiques comme Asimov ou Arthur C. Clarke, qui vont effectivement parfois travailler, mais plus le temps va passer, notamment déjà dès les grandes années 50, quand tu as les textes de Theodore Sturgeon, bon, on aurait pu citer Marion Zimmer Bradley, une des rares femmes en fait, c'est bien d'être réédité, La Vague Montante, un bouquin extraordinaire en fait, sorti en 55. Moi je l'avais lu dans les exemplaires de fiction de mon père, en fait, c'était en 3 numéros de fiction, en fait, de la revue Fiction. Et en fait, on voit que avec déjà dans l'âge d'or, il y a eu des brèches, en fait. Et puis, juste, ne serait-ce que Philippe Cadic ou Theodore Sturgeon, ces gens-là, Marianne Zimmer. Je n'avais pas cité jusque-là. Ouais, j'ai failli gagner. Bon, mais dès ce qu'on appelle la New Wave, c'est-à-dire dès des gens comme Michael Moorcock, comme John Brunner, comme Norman Spinrad, on s'est complètement échappé. C'est-à-dire que l'aspect scientifique était voilà, c'était l'aspect social qui primait, en fait. Les sciences sociales sont des sciences. Voilà. Exactement, voilà. Et donc, on était vraiment dans la projection, dans l'anticipation, quelque part. Et je pense que depuis, même avec le cyberpunk, contrairement à ce qu'on imagine, on n'a pas quitté ce territoire où, quand on parle de science-fiction, on parle de quelque chose qui est beaucoup plus large, qui, au fond, on fait sauter une digue, on se projette. Parfois même, c'est des uchronies avec des univers parallèles ou ce genre de choses. Et en fait, on est au cœur même des littératures de l'imaginaire, avec simplement une logique qui est plus justement en rapport au réel, qui est le nôtre, qui peut l'être demain, que d'autres types de littérature d'imaginaire, comme la fantasy par exemple. En fait, il y a une différence qui se joue là, mais dans tous les cas, cette digue, elle a sauté, et aujourd'hui, avec en plus l'élargissement du spectre des autrices, des auteurs d'autrices, je pense qu'on va jusqu'au bout de cette logique qui a été engagée en fait il y a pas mal de temps. Donc il n'y a plus aucune raison d'avoir peur d'écrire lorsqu'on est une femme, lorsqu'on est un transgenre. C'est pas une question de raison, tu sais bien. C'était conscient. C'est le jour où tu comprends, c'est le jour où ça s'arrête en fait. Oui, d'ailleurs il y a Michael Rock dans le Michael Rock, on dit Michael, qui est lui, il est français, martiniquais. C'est très écologique d'ailleurs cette nouvelle. C'est l'une de celles qui est très écologique. Est-ce qu'il y a une autre question? Soyez pas timide, ils ne mangeront pas. Oh. Oui. Vous avez déjà en partie répondu à la question que je voulais poser, mais du coup, pour vous, quelle est l'importance du travail d'exactitude scientifique dans les histoires? Alors, je peux répondre? Pour moi, c'est hyper important. C'est même quelque chose qui m'inspire et qui me stimule, parce que ce que je trouve génial dans l'écriture de science-fiction, c'est qu'on peut aller se documenter sur des sujets complètement improbables. Alors c'est vrai qu'autour de moi, je suis entourée, je ne suis pas une scientifique moi-même, mais je suis entourée de scientifiques, bref, dans la famille, etc. Et je baigne dedans en fait, j'entends tout le temps des discours d'ingénieurs et de scientifiques, etc., etc. Et je trouve ça hyper stimulant d'essayer d'imaginer quel impact ça pourrait avoir si on poussait un petit peu la technologie sur l'humain, comment il pourrait évoluer, etc. Et je trouve que c'est important d'être relativement exact, ou en tout cas d'essayer de faire en sorte que ça se base au moins sur des connaissances établies de nos jours, voilà, pour ensuite construire de la fiction. Personnellement, j'ai pas envie d'imaginer des trucs complètement délirants, Des autres spatiaux, quand même. Oui, des vaisseaux spatiaux. Mais voilà, l'exactitude est importante et stimulante. Ouais, des vaisseaux spatiaux, c'est pas complètement délirant. Je veux rebondir parce qu'en fait, pour moi, il y a deux trucs. Il y a deux trucs. En fait, je pense que quand on lit de la science-fiction, on a comment ça s'appelle en cinéma, tu sais, quand on accepte en fait la suspension d'incrédulité qui est très forte. Et du coup, en fait, pour moi, le lecteur, il sait dans quoi il s'engage, donc il est déjà prêt à accepter plein de choses, et il n'y a aucun problème. Du coup, par contre, attention. Si jamais on se tarde de vouloir mettre des trucs scientifiques vraiment, et d'expliquer des phénomènes scientifiques, il faut que ce soit béton. Sinon, c'est interstellaire et c'est chiant. Et du coup, pour moi, ça, c'est hyper important. En fait, pour moi, je suis prête à accepter n'importe quoi. Si pouf, c'est de la science-fiction, il n'y a aucun problème. Par contre, si on veut commencer à m'expliquer des trucs scientifiques, à mettre des équations, des trucs, moi, je vais les refaire derrière. Donc, voilà. Parce qu'en fait, moi, je préfère qu'on me dise
traverser les trous noirs, ça marche. Les vaisseaux avec machin, ça marche. On peut voyager dans l'espace. Ah, il n'y a aucun problème. Par contre, si on veut m'expliquer par A plus B comment ça marche, alors là, je suis désolée, parce que le lecteur, il est pas con. Il ne faut pas prendre le lecteur pour un abruti. Et du coup, c'est le respect de base que d'avoir des trucs en fait, genre qui tiennent la route, ou même si on va pas jusqu'au bout de l'explication, mais de dire voilà, c'est basé sur des principes qui sont vrais. Si on veut expliquer, il faut expliquer vraiment. Sinon, en fait, c'est prendre le lecteur pour un con. Et ça, je trouve pas ça bien. En fait, il faut écrire, peut-être écrit pour un lectorat qui est large, mais il faut toujours se dire qu'il va y avoir un lecteur. Tu vas faire les équations. Voilà, tu vas faire les équations. Si tu as fait une thèse dans le truc, tu vas le faire. Il ne faut pas se dire non, mais ça va, il va pas. Non, il faut écrire pour ce lecteur-là. Mais c'est pareil en sciences sociales. Moi, des fois, je lis des livres de science-fiction qui se basent un peu, voilà, qui sont sur les sciences sociales, et je suis là, non, ça va pas marcher. Et voilà, mais voilà, et c'est aussi ce qui me fait assez rire, enfin, il y a un même un peu connu, c'est quand tu veux écrire un peu de la science, mais t'es pas trop sûr de toi, tu veux pas faire les équations parce que tu dis c'est quantique. Ah non, je suis pas d'accord. Mais c'est trop facile, voilà. Il y en a plein, mais c'est quantique. Voilà, Et là, la parole est à la défense. Alors, l'utilisation de la physique quantique, je n'ai utilisé que ce que je comprenais à peu près. Je laissais la plus. Je n'ose même pas toucher ce bouton. Et j'étais en train de réfléchir vraiment sur cette histoire d'exactitude parce que je passe pas énormément de temps à faire de la recherche avant d'écrire. Mais en général, quand je me lance, c'est que je sais que j'ai la matière. Soit c'est un domaine que je connais, soit j'ai déjà lu des choses. Et puis en fait, si je me documente quand même. Là, je viens de finir un texte sur l'intelligence artificielle et l'école. Alors, l'école, je ne me suis pas du tout documentée. Il y a plein de thèmes qui me sont venus, plein de choses que j'ai imaginées et de questions qui pourraient se poser avec une intelligence artificielle qui irait très très loin dans ce travail-là. Mais j'ai eu besoin d'être à jour sur les questions qui se posent, les choses, où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qui a été décidé, est-ce que la charte internationale qu'on appelle tous de nos voeux, est-ce qu'elle existe déjà, enfin, où est-ce qu'on en est, ça je ne pouvais pas l'inventer et je ne me permettais pas de l'inventer en me disant ouais on va faire comme si, non, alors j'ai fait comme si mais à partir de questions réelles qui se sont posées, j'ai lu des trucs un peu juridiques, voilà. L'informatique, heureusement j'avais un peu de base donc j'étais pas complètement perdue, mais j'évite de m'aventurer dans des domaines où je ne connais absolument rien parce que c'est du respect en fait. C'est du respect. C'est pas juste je vais m'amuser à faire des choses et puis tant pis. L'idée quand j'écris c'est de rencontrer quand même les gens et les faire partager un peu des choses qui m'intéressent et qui, j'espère, l'intéressent aussi. Donc, c'est du respect. Moi, c'est vraiment du respect. Ouais, très court, je dirais que l'enjeu aujourd'hui n'est plus d'être exact, il est d'être juste. En fait, les auteurs, l'autrice essayent d'être justes. Souvent, pour être juste, il faut faire des recherches. Kim Stanley Robinson fait des recherches qui fait qu'il est beaucoup plus calé sur la réalité de Mars aujourd'hui que Elon Musk. Bon, c'est son principal critique. Non, mais c'est la vérité. Donc, en fait, je crois que quand on écrit, il y a l'inspiration, il y a plein de choses qui viennent, mais quand on connaît moins bien, on va aller voir, on va aller chercher, parce que la justesse, elle est très importante en fait, la justesse par rapport à soi, par rapport à son lecteur, et je pense que c'est beaucoup plus important que d'être vrai ou faux, voilà, être juste. Ou la justesse par rapport au personnage que tu as imaginé et par rapport à l'histoire que tu as mise en place, c'est une cohérence interne. Et si comment on dit, personnage. Si ton personnage n'y connaît rien, ben c'est pas mal. Mais au moins d'accord avec ça, que t'es pas au bon endroit et qu'il dit de la merde en fait. Après ça reste de la fiction, donc on peut broder beaucoup de choses. Oui, mais je crois qu'il ne faut pas qu'on mente sur où on est. C'est-à-dire qu'on mente sur, voilà, je ne suis pas spécialiste de la physique quantique et je ne vais pas faire semblant d'être spécialiste de la physique quantique. Mais ça te paraît évident, mais il y a des gens qui vont décider que... Et puis voilà, on y va, c'est pas grave. Et après, quand on discute avec des scientifiques, donc Floriane, tu dois bien savoir, ils sont capables d'avoir des idées, d'imaginer des trucs qui sont inimaginables pour quelqu'un qui n'y connaît rien. Tu te dis, ah ouais, ils devraient écrire de la science-fiction ces gens-là. Il y en a qui ne savent pas écrire, ça. Il y en a qui le font, et il y en a qui savent pas écrire.
découverte C'est d'un pas scientifique. grave. Et c'est pas il y a grave. On peut vivre ça. il y a plein de gens. Eh bien, merci beaucoup pour cette rencontre très très intéressante sur le recueil de nouvelles Par-delà l'horizon. Si vous avez des questions, vous pourrez leur poser pendant la dédicace. Merci d'être venu. Merci beaucoup. Merci.